Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter Seb. Seb, c'est un leader mondial et c'est une société familiale, deux qualités que nous aimons beaucoup chez Hibou. Le leader mondial, parce que quand on est leader mondial, on a généralement un avantage en termes de coûts de production et on est plus productif que les concurrents et on a de meilleures marges. Et puis une société familiale, parce que souvent les sociétés familiales gèrent à long terme, on a un horizon à long terme et ça c'est favorable pour le déploiement d'une action dans la longue durée. Alors Seb, vous connaissez tous la société, c'est une référence mondiale du petit équipement domestique et notamment ils sont très actifs dans le petit électroménager avec des marques diversifiées qui couvrent toute la gamme, de l'entrée de gamme au luxe, puis des marques très très connues sur le niveau mondial, comme Moulinex, Tefal, Rowenta, Krups, WMF, et puis toute une série de marques que vous ne connaissez pas toujours, qui sont importantes au niveau local, national, notamment dans les pays émergents. Alors si on regarde le chiffre d'affaires de Seb, vous voyez, la majeure partie, ce sont les articles grand public, 88% de chiffre d'affaires en 2023, qui regroupent 3 sous-segments sur lesquels le groupe est leader mondial. Alors, d'abord, pour 45% des ventes grand public, c'est le petit électroménager culinaire. Voilà. Et puis ensuite, pour 20%, c'est le soin de la maison, du linge et de la personne. Et puis, les articles culinaires proprement dit, c'est 35% du chiffre d'affaires. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on aime bien chez Hibou, c'est la petite partie du camembert qui est 12% professionnel. Alors ça vient d'être ajouté. C'est une nouvelle branche d'activité dans laquelle Seb se lance. Et nous, chez Hibou, on pense que c'est extrêmement prometteur et que c'est un nouveau champ de croissance que la société a ouvert. Et alors, bon, aujourd'hui, ils sont surtout dans le matériel pour le café professionnel, où ils sont numéro 1 mondial, mais progressivement, ils ajoutent d'autres segments, notamment des segments liés au secteur de l'hôtellerie, pour entretenir le linge, etc., les crêpières, les planches professionnelles, etc. Bon. Alors, si on regarde la répartition géographique de Seb, là aussi on peut avoir une surprise, c'est que vous voyez l'Europe occidentale ne représente que à peu près 34% du chiffre d'affaires. Voilà. Alors à ça, on peut ajouter les autres parties de l'Europe auxquelles on ajoute le Middle East et l'Afrique, et donc ça fait 15% du chiffre d'affaires. Donc les deux réunis, c'est tout de même pas loin de 50% du chiffre d'affaires, donc c'est tout de même assez important. Et puis l'autre branche très importante, c'est l'Asie, avec la Chine et le reste de l'Asie qui représentent ensemble environ 35% du chiffre d'affaires. Alors il faut savoir que la Chine, c'est le premier marché du groupe, avec 24% de chiffre d'affaires. Ils sont implantés au travers d'une filiale qui s'appelle Support, qui d'ailleurs est cotée à la bourse de Shanghai, je crois. Voilà. Alors, ça veut dire, si vous voulez, qu'il y a deux choses qui ressortent. La première, c'est que la part de l'Amérique n'est pas très importante. Donc là, il y a nettement une marge de progression, puisque vous voyez, l'Amérique du Nord, c'est 11%, l'Amérique du Sud, c'est 5%. Donc il y a un petit déséquilibre de ce côté-là, mais on peut aussi dire que c'est un champ de croissance. Et puis, l'autre chose que l'on peut remarquer, c'est que si on prend globalement les pays émergents par rapport aux pays matures, eh ben, les pays émergents représentent 50% du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'ils vont tirer la société, parce que comme vous le savez tous, il y a plus de croissance dans les pays émergents que dans les pays émergés. Alors sur le plan de la distribution, il faut savoir que le groupe travaille avec un réseau de distribution extrêmement large et diversifié. Et ça constitue également un avantage compétitif. Alors Seb s'appuie principalement sur des enseignes de la distribution alimentaire, des spécialistes, ainsi que des magasins de proximité ou des groupements d'indépendants. Donc si vous voulez, ils vont vendre aussi bien par Carrefour que par Fnac Darty. Voilà, ils vont faire les deux. Et dans les pays émergents, qui représentent donc 50% du chiffre d'affaires, c'est souvent les groupements d'indépendants qui comptent. Et puis on observe à côté de ça
qu'il y a eu une évolution remarquable du e-commerce qui représentait 25% des ventes en 2019 et 41% en 2023. Alors le e-commerce, c'est pas que eux, hein, c'est tous les sociétés de e-commerce qui vendent également des produits Seb, Moulinex, Stéphane, etc. Alors ça peut être Cdiscount, ça peut être des indépendants comme ça. Hein. Et puis, dernière caractéristique, le groupe a un petit réseau, enfin petit, c'est 1250 magasins, de magasins qui détiennent en propre ou par le biais de franchises. Alors, ils en ont un peu partout dans le monde, mais surtout, c'est concentré dans certains pays. Par exemple, c'est très fort dans un pays comme la Turquie. Voilà. Alors, le Japon également. Alors, bon, ce qui est intéressant dans ce réseau de magasins, c'est qu'ils sont en contact direct avec le consommateur. Donc, ça leur permet de bien sentir les tendances de consommation, ce que les gens réclament, donc ça fait une remontée d'informations, et puis ça leur permet de s'ajuster tout de suite, et puis forcément, comme il y a une intégration verticale, d'avoir des marges plus importantes. Voilà, alors si on regarde le chiffre d'affaires de Seb, eh bien vous voyez qu'il a été en bonne croissance, avec parfois des accélérations généralement dues à de la croissance externe. Sur les 10 dernières années, on est tout de même à plus 7% par an. Hein, alors qu'il y a eu le Covid. Alors plus 7% par an, c'est soutenu comme croissance. C'est une société qui croît assez rapidement. Alors il y a eu un repli que vous voyez bien en 2020, c'est quasiment le seul repli significatif en 2020 pour Seb, à cause du Covid, mais vous voyez, il est rattrapé en 2021, et comme il est très fortement rattrapé, ensuite on plafonne un petit peu, d'autant qu'en 2022, on va avoir un effet de déstockage, des gens qui avaient un peu trop stocké en 2021. Voilà. Et tout ça, on sent que le redressement de la société est reparti en 2022, en 2023, dans un contexte qui n'est pas facile. Mais ce qu'on peut retenir, si vous voulez, c'est que voilà, on a une bonne croissance, assez régulière, sur la longue route, agrémentée de temps en temps par de la croissance externe. Voilà. Et maintenant, c'est Marie qui va vous parler de manière plus précise de l'évolution des comptes et de la stratégie de la société. On a vu l'évolution des ventes avec Guillaume. Regardons maintenant l'évolution du résultat opérationnel. Alors on voit en rouge sur ce graphique le résultat opérationnel et en bleu la marge. Et on voit que cette marge, elle a tendance quand même à se contracter dans le temps. Hein. C'est léger mais c'est net parce que les coûts ont augmenté de manière assez classique un peu plus vite que les ventes, avec notamment dans le cas de Seb une hausse des investissements en marketing, dans la distribution notamment, dans le digital et en recherche et développement. Donc, petite dérive, mais en même temps, ça a aussi permis à Seb de maintenir et de conquérir de nouvelles positions de leader, donc c'est pas forcément complètement négatif, mais voilà, il y a cette petite dérive de la marge qui est observable. Et l'objectif affiché du groupe, c'est vraiment de revenir à ce qu'il appelle ses niveaux standards, donc autour de 11% en moyenne sur l'année, donc de marge opérationnelle. Et on le voit, ils sont en route vers ces niveaux, avec, là on le voit sur ce graphique qu'ils ont exposé lors de la dernière présentation de résultats en 2023, il y a vraiment une amélioration séquentielle sur les 3 derniers trimestres, avec un retour vers les niveaux qui visent et même un dépassement à la fin de l'année. Comment ils y sont parvenus à ce stade à améliorer cette marge donc sur les derniers mois? Eh bien, avec la dynamique des ventes en volume, bien sûr, notamment les ventes des professionnels, on l'a vu, qui ont été vraiment, qui se développent très vite en 2023. Mais également en valeur, Seb a été capable de passer des hausses de prix, ce qui est assez positif. Et bien sûr, de l'autre côté, ils ont réussi également à augmenter leur marge en améliorant leur marge brute, en baissant donc leurs coûts externes et de manière générale en ayant beaucoup de discipline dans la gestion de leurs coûts. Ils arrivent en 2023 à 9,3% de marge, une progression déjà. Ils visent 10% en 2024 et 11% au-delà, c'est leur objectif. Donc un retour et même un petit dépassement de leur niveau standard. En dépit de cette rentabilité qui, on l'a vu, s'est un peu contractée en fin de période, eh bien, Seb a offert à ses actionnaires un retour en croissance quasi constante sous forme de dividendes. On le voit sur ce graphique, c'est très remarquable. Sur les 15 dernières années, à l'exception de 2020, le dividende a augmenté chaque année. Et même si on prolonge un peu l'historique, dans les faits, depuis 1993, le dividende de Steph est en hausse quasi continue. Il y a eu 2 exceptions. 2020 donc, plus une autre il y a une vingtaine d'années. Et tout de suite après, le groupe a rétabli le dividende l'année suivante. Donc vraiment, on a 30 ans d'historique de croissance quasiment continue du dividende et on peut, dans le cas de Seb, parler de dividende aristocrate à la française. Si on s'intéresse maintenant au bilan du groupe, quand on regarde l'évolution de son ratio dette nette sur EBITDA,
on voit qu'il est à 1,8 fois. Donc c'est un niveau qui n'est pas nul, qui est quand même assez conséquent, mais qui reste raisonnable, et surtout, on voit qu'il est quand même en baisse en 2023, donc en tendanciel c'est plutôt positif, notamment grâce à une forte génération de cash flow libre tout au long de l'exercice, qui a permis une baisse de l'endettement net entre 2022 donc et 2023. Du côté du BFR, on voit aussi qu'il est en nette baisse aussi en 2023 à 1169 millions d'euros, donc 14,6% du chiffre d'affaires, alors qu'en 2022 on était à 17,5%, donc baisse significative. Et donc c'est une amélioration qui provient en grande partie des actions menées par SEB pour réduire le niveau de ses stocks. Et ces stocks représentaient donc à fin 2023 18,4% des ventes versus 21,1% un an auparavant, donc une vraie baisse là aussi. Mais il y a également un effet de saisonnalité qui a été positif sur la production en fin d'année. Regardons maintenant les liquidités disponibles. Le groupe a 2,5 milliards donc de liquidités disponibles, dont un crédit syndiqué de 990 millions d'euros. La dette est à 87% à taux fixe, donc ils sont assez sécurisés contre la hausse des taux, avec une maturité moyenne à 3,7 ans. Donc voilà, au global, on voit qu'il y a une situation financière qui est quand même en amélioration et qui est plutôt saine et solide quand on regarde tout cela. Si on regarde maintenant les drivers à la hausse de SEB, comme on en a l'habitude lors de ces vidéos, eh bien le marché du petit équipement domestique devrait continuer de croître à long terme, porter d'une part dans les pays émergents une croissance forte, quoique volatile, avec une montée en gamme notamment de la consommation des ménages dans ces pays, parce qu'il y a de plus en plus de ménages aisés qui s'équipent de plus en plus. Donc voilà, croissance forte, mais volatile, et très influencée par la conjoncture macroéconomique. Mais cette croissance est également présente dans les pays matures. On a vu que SEB était présent de manière assez équilibrée sur les deux zones émergents et matures. C'est très positif pour eux. Donc croissance également dans les pays matures parce que voilà, il y a un certain retour de la cuisine à la maison, un peu comme un art de vivre dans les pays donc matures. Et là pour le coup, dans ces pays-là, le taux d'équipement est déjà élevé. Mais en revanche, la croissance est quand même régulière, même si elle est plus lente, parce qu'elle est portée par l'innovation, les nouvelles tendances de consommation, donc le fait maison, la prise de conscience environnementale, etc. Côté professionnel, l'autre segment de SEB, c'est-à-dire essentiellement du côté du café professionnel, puisque ça représente 90% des ventes de l'activité professionnelle, eh bien le marché de SEB, donc des machines expresso automatiques, se caractérise aussi par une solide dynamique des ventes, avec donc le développement mondial de la consommation de café hors domicile qui est très porteur pour ce marché, ainsi que la consolidation de ce marché et sa premiumisation. Donc là encore, la croissance devrait bien continuer dans les années à venir. Dernier driver à la hausse pour SEB, c'est le leader mondial sur ces segments de marché, avec une large palette de produits et une présence géographique mondiale, et on l'a vu une nouvelle fois, donc bien répartie entre mature et émergence, ce qui lui permet de bénéficier des bons côtés des deux grands types de zones géographiques. La concurrence sur ces marchés est certes forte, le marché du petit équipement domestique reste fragmenté, avec un nombre d'acteurs locaux et mondiaux élevé, mais le dynamisme de ce marché reste quand même porté par les grands acteurs, les grands groupes mondiaux comme SEB, Philips, Bosch ou De'Longhi, qui ont donc une capacité à innover, à produire de nouveaux produits et fonctionnalités. Donc voilà, ce leadership de SEB reste un driver à la hausse sur ce marché, même si c'est un marché qui est plus fragmenté que d'autres. Pour les drivers à la baisse, car il y en a, l'investisseur qui s'intéresse au dossier doit se préparer à composer avec les baisses ponctuelles de la croissance économique, particulièrement en Chine, qui est un marché très important pour SEB. Le risque inhérent à toute croissance externe, parce que voilà, SEB, c'est quand même un de ses moyens privilégiés de croissance, c'est la croissance externe. Donc une acquisition qui se passe mal, ça peut entraîner une baisse ponctuelle du titre. Et également l'évolution de l'euro, puisque SEB réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires dans des devises étrangères. Si on regarde maintenant un peu la valorisation du titre, on a un PER 2024 qui est à 13,5, 2025 12,5 selon le consensus des analystes, pour un rendement respectivement de 2,6% et 2,9%. Si on compare ça au PER moyen historique de SEB qui est plutôt de 18, on voit qu'on peut attendre une potentielle revalorisation du PER qui viendra s'ajouter à la progression moyenne annuelle du bénéfice par action, historiquement qui est de 5,5% par an. Donc voilà, si on a cette progression du cours de 5,5% par an, plus le dividende, on a vu à environ 2,5% par an, on arrive à un peu plus de 8% par an en moyenne, et donc ce potentiel réajustement à la hausse du PER. Si on regarde maintenant notre droite de régression que vous commencez à bien connaître, on voit que sa pente est de 12% en moyenne par an, et que SEB se situe un peu en dessous, donc on peut compter sur un rattrapage, donc une croissance supérieure à ces 10%, si le rattrapage finit par s'opérer. En conclusion sur SEB, qu'est-ce qu'on peut en retenir? On peut en retenir que les tendances de fond sur ces marchés sont porteuses, que SEB a des parts de marché mondiales
une structure bilancielle qui commence à bien se solidifier tout de même, et une stratégie qui l'autorise sur le long terme une poursuite d'une croissance soutenue et rentable. Donc voilà, c'est un investissement qui peut être intéressant et on l'a vu, qui peut offrir une performance à long terme supérieure à 12% par an si la revalorisation du PER se fait, ça peut aller encore au-delà, etc. Donc voilà, un investissement assez intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt avec l'équipe Hibou.